Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 23 décembre 2025. Voilà, consacrée donc à une collection Marc Roffleur, donc fille du ciel à l'humeur boudeuse, fille du gris, départ vers la butte pour découvrir à travers une cinquantaine d'artistes, dont certains inconnus pour nous, l'exposition L'École de Paris, collection Marc Roffleur, présentée dans ce petit musée de la rue Cortot, bien déserté ce vendredi matin. Ah oui, mais pas que le musée. Toutes les rues de Montmartre étaient assez calmes. Oui, même voilà. la place... la place du Tertre, là, oui. Ouais, complètement, il y avait presque, non, vraiment, on pouvait voir au travers la place du Tertre. C'est pas fait pour nous déplaire. Non. Alors rappelons que l'on nomme École de Paris, c'est une dénomination qui est due à André Varnode en 1925, cette effervescence artistique du début du XXe siècle qui a vu affluer dans la capitale nombre d'artistes venus du monde entier, dont beaucoup d'Europe de l'Est, souvent d'origine juive, qui fuyaient les pogroms. Ces artistes s'installent à Montmartre avant de rejoindre Montparnasse et ils sont souvent d'origine modeste. Ils ont souvent aussi suivi une formation artistique dans leur pays natal, que ce soit à Varsovie, à Cracovie, à Vilnius, à Moscou, à Munich, et après où ils ont suivi aussi des cours privés de dessin ou de peinture. Et à Montparnasse, ils poursuivent leur parcours dans des écoles populaires telles que les académies Colarossi, la Grande Chaumière ou l'Académie Ronson. Et ils sont souvent soutenus par des intellectuels, des collectionneurs, des mécènes français. La collection Marc Roffleur. Alors Marc Roffleur, lui, est un Polonais, il est physicien nucléaire, passionné d'art, il est fasciné par l'Occident et sa culture, et c'est un collectionneur, et c'est le fondateur du musée Villa Lafleur, qui se situe dans les environs de Varsovie. Donc après la découverte dans les années 2000 au Petit Palais de Genève d'expositions consacrées à l'École de Paris, dont beaucoup d'artistes sont polonais, il se lance dans la création de son musée, qui devient une institution majeure pour le rayonnement de l'École de Paris en Europe. Voilà ce qu'il dit de ces artistes. Ces jeunes artistes, nés dans une Pologne divisée, ont trouvé leur voie en France, Paris les a inspirés, et ils ont su, en retour, nourrir la ville de leur art. La force de ce groupe réside dans son caractère multilingue, multiculturel, riche de parcours de vie et de créations tout à fait singuliers. C'est de cette diversité que naît l'originalité et la puissance de l'École de Paris. J'espère que cette rencontre avec les œuvres et leurs créateurs sera non seulement une expérience esthétique, mais aussi une occasion de réflexion sur la condition de l'artiste, la place de la culture et la puissance intemporelle de l'art. Donc, aux côtés de noms tels que Zadkine, Soutine, Modigliani, Kikoïne, Kislin, Marcoussi, c'est la découverte heureuse d'artistes, de femmes artistes aussi bien représentées, telles Alice Alika ou Mela Mutter et d'autres également. Donc on va faire une déambulation à travers des portraits, des natures mortes, un peu de cubisme et la représentation de l'exil. Donc l'exposition s'ouvre sur les joueurs d'échecs d'Henri Eden. Les joueurs d'échecs, un tableau, un grand format, 1m40 sur 1m81, des couleurs chatoyantes qui représentent 2 joueurs d'échecs dans un appartement parisien, 3 femmes, un homme qui sont spectateurs et une vue sur la capitale depuis la fenêtre. C'est le premier qu'on a, et ça a fait l'ouverture de l'exposition. Oui, c'est probablement inspiré des joueurs de belote de Cézanne, mais d'ailleurs il y a quand même quelques ressemblances assez évidentes. Mais bon, oui, c'est une bonne entrée pour cette exposition. Là, on est tout de suite dans l'espèce d'intensité artistique de ces artistes venus d'ailleurs, si on peut dire ça comme ça, parce que l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, à cette époque-là, c'était quelque chose d'à peu près totalement inconnu des Français, comme elle l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, pas pour beaucoup de ces pays-là, voilà. Mais qui d'ailleurs étaient un bouillon de culture déjà dans leur propre pays, tous ces artistes. Ils étaient déjà engagés dans un combat pour l'artiste, pour l'art moderne, etc., avec les moyens, les pauvres moyens qu'ils avaient, voilà, parce que c'était tous des gens, à part peut-être Chagall, c'était tous des gens de conditions vraiment très très modestes, dont un des représentants les plus illustres, Chaim Soutine. Bon,
voilà, la vie de Raïm Soutine, c'est vraiment une synthèse de tout ce petit monde artistique venu des contrées reculées de l'Est de l'Europe. Voilà. Ouais. Et il y a plusieurs œuvres de Henry Eden qui seront exposées dans cette exposition, dans cette déambulation, quoi. Un autre artiste qu'on a bien aimé, c'est Maurice Węgicki. C'est un peintre polonais. Un musée parisien lui avait été dédié pendant quelques années, avant de fermer ses portes pour raisons financières en 2016. D'ailleurs, on avait voulu le visiter, on était arrivé au moment de sa fermeture, on avait été frustrés effectivement de ne pas pouvoir faire sa connaissance. Et donc là, c'est un portrait de Kiki de Montparnasse qui est représenté, mais Kiki de Montparnasse à ses débuts, Kiki de Montparnasse qui va devenir la grande reine de Montparnasse. L'égérie. Voilà, l'égérie, mais là, elle n'est pas encore très connue, et d'ailleurs, elle s'appelle Alice Prin, et elle n'a pas encore ce nom de Kiki. On a aussi un autre portrait, c'est un portrait de Zavado, un portrait de 1940. C'est un portrait de femme assise dans un fauteuil, devant une teinture bleue. Elle est vêtue d'un pull aux losanges rouge et vert. Et moi, j'ai cité des noms effectivement connus. Et ce qu'on a aimé dans cette exposition, c'est qu'en fait, ils ne prennent pas le dessus sur les autres artistes. Non. Effectivement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas tant d'affluence que ça. Parce que souvent, dès qu'il y a un Modigliani, un Soutine... oui, il y a un Modigliani ou deux, mais ce sont des dessins. Voilà. Et je suis désolé de dire que les dessins de Modigliani, bon, c'est pas ses peintures. Et même ses peintures, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Voilà, il y a des gens comme Raïm Soutine, par exemple. Je suis un peu dingo de cet artiste. Il y en a une seule peinture de lui, un paysage en format marine, mais en hauteur, voilà, pas en horizontal, en hauteur, avec des arbres gigantesques et des tout petits personnages en bas de la peinture, mais où il y a quand même un mouvement là-dedans, un mouvement qui est assez... moi qui me fascine, voilà, comment on peut, avec un pinceau et de la couleur, des pigments, etc., comment on peut réaliser des espèces de chefs-d'œuvre de cette nature. Ouais, c'est quand c'était à Chartres, je crois. Oui, c'est Chartres, c'est parce qu'il a vécu dans les environs de Chartres quand il s'est exilé de Paris à cause de l'occupation allemande, quoi, voilà. Et c'était pas loin aussi de ses mécènes. Les Castins. Les Castins, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, quand on rentre dans l'exposition, donc il y a ce très beau tableau des joueurs d'échecs, et en face, il y a une table avec une bibliothèque un petit peu avec l'ouvrage Les Montparnasse justement de Georges Michel en version originale avec des gravures, et où on parle justement qui raconte la vie de tous ces peintres à Montparnasse. Des gravures, dont les gravures de ce... Eh ben, alors toi tu l'as effectivement. Alors je sais pas, je me rappelle plus les gravures de celui qui est exposé, si c'est le même. Mais nous on a vu que dans le livre que tu avais toi, qui est une édition de poche, c'était des gravures de Touchag. Voilà, à découvrir, en tout cas à fouiller, oui, quoi. Qui est un excellent graveur, probablement sur bois aussi. Voilà. Ouais. Et en tout cas, dans les Montparnasse, on voit Modigliani, on voit Soutine, enfin, sauf qu'ils n'ont pas leur voix Kikoïne, Kisseline, enfin, sauf qu'ils ont des pseudos, je crois qu'ils ils ont pas mis leur vrai nom. Bon, on les reconnaît facilement quand même, quoi. Donc il y a aussi, donc je parlais la première salle, c'est souvent des portraits. Donc il y a un portrait que toi tu avais bien aimé, c'est ce portrait de Zygmunt Mannkes qui est derrière son chevalet, il est devant il a sa palette à la main. Voilà, il y a une artiste, moi que j'étais contente de découvrir parce que ça fait longtemps que j'entends parler d'elle sans vraiment voir beaucoup de ses œuvres. C'est Méla Mutter. Alors Méla Mutter, elle, c'est une artiste polonaise qui est née en 1876, qui est arrivée à Paris en 1901 et qui va suivre des cours à l'Académie Colarossi et à la Grande Chaumière. Donc elle se présente, là il y a un autoportrait où on la voit de profil, elle a une robe violette à manches courtes, elle a des couleurs, les couleurs sont posées sur une toile, c'est presque une toile de jute, ou je sais pas si c'est du chanvre ou du lin, enfin c'est une toile épaisse en tout cas. Une toile épaisse, une toile brutale, voilà. Brute quoi. Enfin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une peinture qui est granuleuse, donc qui a des tons ocre, et on voit la toile apparaître par endroits, elle ne remplit pas complètement l'espace de la toile, ce qu'elle fera dans d'autres peintures également. Oui, il semble d'ailleurs que c'est curieux parce que ce ne soit pas une toile préparée, parce qu'elle peint directement sur la toile non préparée.
Et là, donc, elle nous regarde, donc elle profile, mais elle a la tête tournée vers nous, elle nous regarde sur ce portrait. Il y aura un autre tableau d'elle qui s'appelle Maternité, qui est un tableau de 1924. Et là, c'est une femme, c'est un thème récurrent hein, dans son œuvre, la maternité. Elle a perdu un fils. Son fils avait 24 ans des suites d'une tuberculose. Et là, c'est une mère, une maman qui est assise, qui est posée avec ses 2 enfants qui sont endormis. Elle a le nourrisson qui vient de finir de téter, on sent qu'il est gavé de lait, on voit, donc il a lâché le sein, mais il est endormi. Et il y a l'enfant un peu plus grand, mais à peine plus grand, qui a la tête sur ses genoux et qui s'est endormi. Et là, on sent quand même que c'est cette maman qui est là, qui est protectrice, qui est puissante, en même temps qui a l'air aussi fatiguée. Et c'est un tableau moi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pareil, il y a toujours cette texture un peu granuleuse sur la toile. Oui, ça c'est le privilège de ton sexe, c'est que des tableaux comme ça, vous pouvez vraiment les ressentir parce que vous êtes passé par là, quoi. Ouais, et puis alors que les pauvres mecs, bon. Je suis pas sûre que tous les hommes réagissent comme toi, mais bon. Et elle a fait aussi, donc ça c'est un tableau qui est un peu différent, c'est une œuvre qui est plus libre, plus colorée. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est un petit port de pêche en Catalogne qui a été exécuté lors de l'un de ses premiers voyages. Donc là on a plutôt de la lumière, des couleurs, toujours cette texture brute de la toile qui apparaît par endroits, mais c'est vraiment plus enlevé, quoi. On est sous le soleil, quoi. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, on n'avait plus de mère. Et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, elle remontait par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait par les nuits de gelée la voûte étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qui était si caressant, qu'à rester la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était d'Atierce, qui soutient la Gerse. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pentre, d'un coup de surin, lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche. Même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de ses noces, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent.
c'était la rue Saint-Vincent, Cora Vauquer. Donc on peut aussi évoquer d'autres artistes, vraiment il y en a quand même plusieurs qui nous ont vraiment séduits, une belle découverte, hein, dont Stanislas Elekiewicz. Alors je m'excuse auprès de la communauté polonaise, je dois complètement très très mal prononcer. Et là tout de suite tu m'as dit viens voir, il y a un tableau qui me fait complètement craquer. Oui, un petit format, mais c'est un... Alors ils appellent ça le porteur d'eau ou l'homme à la théière, enfin quelque chose comme ça. Alors c'est ça se passe en ville, c'est la nuit. L'architecture des maisons est complètement bousculée, un peu comme celle de Rimsoutin. Et il y a un bonhomme qui court. Alors il a son manteau qui vole, il a son écharpe qui vole, etc. Il court dans cette rue à la nuit avec une espèce de théière qui est assez grosse quand même dans les mains. Mais il y a un mouvement dans cette œuvre qui est absolument fascinant. Voilà. On a l'impression que c'est la toile qui bouge ou que c'est un film, c'est animé, c'est pas statique. Hein. Tellement il a su donner, il a su retranscrire le mouvement, mais tellement bien que on a l'impression que c'est du cinéma, quoi. Il y a une scène de cinéma qui bouge, etc. C'est fascinant. Et on a pu voir d'autres œuvres de lui sur le net, et il y en a comme ça, il y en a quand même quelques-unes qui sont du même, qui ont autant d'intérêt, qui sont aussi fascinantes. Voilà, mais la première fois qu'on voit une œuvre de cet artiste, et celle-ci particulièrement, on est secoué, mais vraiment secoué. Comme j'ai pu être secoué la première fois que j'ai vu des paysages de Soutine. Voilà, c'est quelque chose de vraiment... Je comprends pas d'ailleurs que des artistes de cette nature extraordinaire soient complètement éradiqués de la mémoire de l'art, quoi, la mémoire historique de l'art. Je comprends pas. Il y a des mystères comme ça d'artistes que je considère comme des artistes vraiment très importants, qui soient complètement éradiqués, voilà, qui soient oubliés. Alors, évidemment que le fait que ce sont des artistes polonais, ça peut expliquer un peu ces choses-là, mais il y a des artistes comme Modigliani, des artistes comme Rimsoutin, des artistes qui sont sortis, voilà, que l'histoire de l'art nous a révélés, mais il y en a comme celui-là, celui qui a peint ce porteur d'eau ou ce porteur de thé avec sa théière, qui sont complètement, enfin dans l'histoire de l'art français en tout cas, complètement oubliés. Ouais. Du coup, c'est l'avantage de cette exposition d'avoir une collection justement qui vient de Pologne pour pouvoir avoir accès à ces œuvres-là. Oui, d'ailleurs, c'est pas le seul. On a d'autres comme Gottlieb, Ah oui, Gottlieb, il y a un très beau tableau. Enfin, donc Gottlieb s'écrit pas comme le dessinateur, c'est IE à la fin. Et c'est toute une scène agricole en fait, un format assez grand où on voit justement des paysans et. Ah oui. Non mais alors là c'est le voilà on sent la force du style quoi. Il y a quelque chose qui se dégage de ces. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi on est passionné, on est choqué, on est intéressé, on est ému par une œuvre. Il n'y a rien qui peut nous donner une indication là-dessus. Mais en tout cas là dans cette peinture de Gottlieb. Oui, évidemment, on pense au Gottlieb de Fluide glacial ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout celui-là. Quoique ça pourrait être un parent ou un. C'est Léopold Gottlieb. Ouais. Et ce tableau-là s'appelle Récolte agricole et c'est un tableau de 1920 en fait. Et là, on n'est pas du tout dans le réalisme soviétique, le socialisme soviétique. On est vraiment dans un tableau figuratif. Mais figuratif dont le mouvement, encore là, où le mouvement et les couleurs sont absolument magnifiques. Voilà, il y a encore, ils ont dans ces artistes juifs d'Europe centrale ont un sens du mouvement, de la cadence, de la danse même de leurs œuvres qui est absolument original. Voilà.
Il n'y a pas cette réserve française, il n'y a pas cette exubérance latine, il y a quelque chose de plus dingue, voilà, tout simplement, une dinguerie propre probablement au fait qu'ils sont de culture hébraïque. Voilà. Ouais. Et il y a aussi donc il y a quelques sculptures de Zetkin. Pour le coup, on a découvert une sculpture qu'on n'avait jamais vue, qui est Van Gogh qui chemine avec son barda sur le dos, un bronze. Un bronze magnifique. Alors, il a fait un Van Gogh très élancé, très élégant, voilà, avec vraiment tout dans l'élégance, la finesse, mais avec un bordel, pardonnez-moi l'expression, sur le dos, quelque chose de... Quand on pense que les artistes à cette époque-là se baladaient avec tout ce bazar sur eux qui devait peser des kilos, particulièrement encombrant, pour aller peindre sur le motif, c'est quand même quelque chose. C'est un morceau d'anthologie, rien qu'à elle toute seule, cette sculpture, mais très belle en même temps. Avec pourtant très figurative, avec des détails matériels très précis. On reconnaît une boîte de peinture, on reconnaît des toiles, un chevalet, tout est vraiment exact, mais en même temps, il y a une poésie vraiment qui se dégage de cette sculpture qui est assez inouïe. J'ai dit bien inouïe. Ouais. Moi, il y a un portrait que j'ai beaucoup aimé, ce Genzak, qui a fait le portrait d'une femme bretonne. Ça, c'est vers 1911. C'est un fusain et de la sanguine sur papier. Et ah oui. Ça fait penser à une autre peinture qui est pas d'un breton, qui est une peinture qui représente une mère. Je sais pas si c'est pas comment il s'appelle, un peintre français romantique. Je sais plus. Qui faisait beaucoup de femmes en noir. Ouais, je ne vois pas là comme ça tout de suite. Mais là, ce portrait, j'ai trouvé que c'est pareil, cette femme, elle a son petit bonnet blanc sur la tête, elle a le regard un peu dans le vague. C'est presque un tableau classique en fait. Tout à fait. Ouais. Mais classique, mais en même temps, il y a toujours ce petit décalage qui le fait sortir du classicisme. Quoi. C'est toujours, voilà, ce que j'aime dans la peinture, dans la sculpture, dans toutes les expressions artistiques, c'est quand ça décale un peu, quand il y a un petit truc qui bancal, quand il y a, voilà. Et là, il y a quelque chose qui manque et en même temps qui se manque, qui ajoute à l'intérêt de l'œuvre, quoi. Il y a aussi des œuvres d'Alice Alika. Alors Alice Alika, c'est la compagne de Marcoussis. Et elle, elle est souvent peu citée. Et là, il y a deux de ses œuvres. Elle a travaillé un peu le tissu. Donc, c'est des œuvres en volume avec du textile, en fait. Oui. Donc, sur le balcon, il y a un pêcheur napolitain. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir son travail. Elle a aussi peint Marcoussis, ça c'est une peinture, dans son atelier. Il y a Bigas. Alors Bigas, je suis assez partagée. Il y a une de ses sculptures. On est accueilli par une de ses sculptures avant de rejoindre les salles d'exposition. Sa sculpture, c'est Chopin et sa muse à son inspiration. Et par contre, après, j'ai pu feuilleter au deuxième étage du musée un livre sur ce qu'il a fait. Et en fait, il a une œuvre très, très variée. Et il y a une partie qui n'est pas exposée là, qui est un petit peu avec des personnages fantastiques. Et ça m'a énormément plu. Ce qu'elle a représenté dans l'exposition Clémoin, c'est un portrait un peu à la Delaunay, quoi, avec plein de couleurs différentes, très géométriques. Ça, je trouve qu'il y a moins d'émotion là-dedans, quoi. Oui, d'ailleurs, il y avait quelques œuvres quelques peintures de cette période-là, des cubistes. Oui, ça, on a plus de mal, effectivement. Oui, plus de mal, oui, parce qu'on préfère les choses un petit peu plus, comment dirais-je, excentriques. Ouais. Il y a aussi une artiste, donc Nathalie Kramer, qui fait un portrait de famille, donc dans les années 1930. Donc, effectivement, tous ces peintres, il y a une salle où ils parlent de leurs origines, de leurs traditions. Donc, on peut voir aussi une famille qui, en plein Shabbat, le vendredi soir. Alors là, c'est une peinture très particulière parce que ça ne fait pas du tout professionnel. Ça fait vraiment une peinture, vous savez, de ces artistes qu'on appelle les artistes bruts ou des choses comme ça, ou des artistes naïfs, parce que c'est vraiment de cette ça sort de cette espèce de comment dirais-je, de tradition, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est pas du tout une maîtrise professionnelle de la pratique
pictural, pas du tout. Voilà, c'est très naïf, c'est touchant. C'est très naïf, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment une fête juive. Je sais pas. C'est le Shabbat, non? C'est le Shabbat, c'est le Shabbat, ouais. d'accord. Avec cette brioche panée là, cette brioche qui a un nom pas panée mais qui est avec plein de petits morceaux différents là, qui est souvent des graines de pavot dessus quoi. Ouais, non, et justement il y a tout ce travail sur quand même leur mémoire parce que ils oublient jamais leurs origines. Enfin, donc ça c'est quand même rappelé dans une salle qui consacrée aux mémoires d'exil, donc judaïcité et art moderne. Hein. On explique bien que certains artistes juifs ont pu se former, comme on disait tout à l'heure, dans des écoles prestigieuses, comme Jules Pasquin qui a pu se former à Munich. Jules Pasquin, dont il y a un tableau qui s'appelle Les Nues allongées. Soutine, lui, s'est formé à Vilnius, Monzan à Cracovie, Chagall à Moscou, mais d'autres n'ont pas pu avoir accès à cette formation artistique et donc ont été freinés par des contraintes religieuses, par des milieux familiaux hostiles à leur vocation. Et il y avait aussi un numerus clausus qui était imposé aux Juifs dans l'Empire russe et qui a limité aussi sévèrement leur accès à l'enseignement et à de nombreuses professions. Après, certains ont été contraints de fuir les persécutions dans leur terre navale. C'est pour ça que de nombreux artistes juifs se trouvent à Paris. Et là, ils ont trouvé un refuge entre 1910 et 1939. Donc, de cette rencontre entre la liberté artistique parisienne et une conscience toujours très forte de leurs racines, voilà ce que naissent quelques rares représentations de scènes religieuses. Malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale, le rêve d'une vie meilleure en France se transforme pour la plupart en cauchemar. Hein. Des déportations, des exils, des destructions, des spoliations d'ateliers qui mettent fin au dynamisme de cette école de Paris. Et si certains comme Chagall et Kissling reviennent à Paris après la guerre, elle, la capitale, ne retrouvera jamais ce rôle de terre promise qu'elle avait incarné. Quoi. Et les retours de Chagall et de Zadkine, lui qui s'est exilé en province, mais qui ne s'est pas exilé aux États-Unis, Chagall si par contre, qui n'a jamais pu travailler vraiment bien aux États-Unis, quand il est revenu, son atelier évidemment a été saccagé, pillé, on lui a volé plein d'œuvres. Zadkine, il a eu beaucoup de mal pour récupérer son atelier qui avait été aussi vandalisé. Il avait des locataires qui ne voulaient pas s'en aller. On les comprend parce que quand on va visiter l'ancien atelier de Zadkine, c'était un petit coin de paradis, quoi, voilà. Mais la particularité de Chagall, c'est qu'il a refait de mémoire toutes les peintures qu'on lui avait volées. Voilà, à l'identique, il était capable de ça. Chagall, qu'on peut qualifier entre autres de ses nombreuses qualités picturales, de peintre. Alors là, il se cachait pas du tout de son judaïsme, il n'était pas forcément un religieux fanatique, mais la plupart de ses peintures ont des références hébraïque, voilà. Il était vraiment marqué par sa judéicité et son pays de naissance, quoi. C'est toujours il est toujours dans ces maisons, ces maisons en bois, voilà, des quartiers juifs. C'est quelque chose des shtetl. Non mais moi j'adore son travail parce que c'est un peintre qui a été jusqu'à la fin. Faut quand même se rappeler que c'est lui qui a peint le plafond de l'opéra. Mais enfin, il l'a peint pas comme Michel-Ange, le plafond de la Sistine. Il l'a peint sur des toiles normalement, et puis qui ont été après rassemblées pour faire le décor du plafond de l'opéra. Mais c'est à 75 ans. Ouais. Non mais c'est quand même... C'est des travailleurs infatigables. Si Soutine n'avait pas été fauché en pleine jeunesse à 50 ans par ses maux d'estomac, sa perforation d'estomac, etc., il aurait lui aussi vécu probablement jusqu'à 80 ou plus d'années et puis fait une œuvre encore plus considérable qu'il a fait en quelques années. Mais là, c'est pareil, cette exposition, je crois qu'il y a juste une œuvre de Chagall. Un dessin, même, il prend pas du tout le dessus sur les autres artistes. C'est ça qu'on a vraiment apprécié. Voilà. Et donc, ça se termine par une salle où il y a des paysages et il y a un très beau tableau de Michel Kikoïne. Ce sont les fortifications à Issy-les-Moulineaux. Là, c'est de la couleur, c'est vivant. Enfin... Michel Kikoïne, qui était un compagnon un voisin à la ruche de Chaim Soutine,
qui venaient s'approvisionner la nuit chez Kikoïn parce qu'il crevait de faim. Et ça, c'est le fils de Kikoïn qui raconte ça dans une bio de son père. Ouais, qu'on avait vu. C'est comme ça qu'on s'est penché sur Kikoïn en disant mais finalement c'est super. Oui, c'est super, mais c'est pas comme Soutine, c'est pas comme Chagall, c'est beaucoup plus c'est pas noté ou connoté de tel ou tel, mais c'est de la belle peinture avec des couleurs, avec voilà. Voilà, ce tableau-là, il est vraiment, il est vraiment très très fort, quoi. Et c'est la frontière entre Paris, l'industrialisation, la nature. Enfin, on sent que tout ça, ça va bouger. Et là, pour l'instant, il y met de la couleur, quoi. C'est Happy Nigoun, une musique klezmer du duo Pellet-Cugnot. Les expositions. Donc cette exposition, l'École de Paris, collection Marc Refleur au musée de Montmartre jusqu'au 15 février. Niki de Saint-Phal du Buffet, Dessins croisés, la Fondation du Buffet jusqu'au 13 février. MC Escher à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Guston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Aide sculptrice à Paris au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontus-Sultan au Grand Palais jusqu'au 4 janvier. Jean-Baptiste Greuze, L'Enfant sans lumière au Petit Palais jusqu'au 25 janvier. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 11 janvier. Georges Delatour au musée Jacques Marangré jusqu'au 25 janvier. Georges Condo au musée d'art moderne jusqu'au 8 février. Pekka Alonen, un hymne à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février. Et Paysages disqualifiés, paysages retrouvés à la Galerie Kaléidoscope jusqu'au 31 janvier.
Et une exposition que j'ai découverte aussi, c'est au musée Bourdelle. C'est une artiste polonaise, Magda. Donc c'est peut-être une exposition à voir aussi sur une artiste qui a l'air quand même de faire pas mal de choses, que ce soit en textile ou en sculpture. Le culturel de la semaine. Alors moi, je suis allée au cinéma et je suis allée voir le film brésilien L'Agent secret, un film qui est réalisé par Kleber Mendonça Filho, qui vient de sortir, dont l'acteur principal a été primé pour le meilleur rôle masculin. Donc c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. On est au Brésil dans les années 1970, dans la ville de Recife, et là on va mettre en scène des persécutions subies contre des personnes qui se sont plus ou moins impliquées dans plusieurs choses au moment de la dictature brésilienne. Et donc cet agent secret on ne saura jamais trop pourquoi. Il s'appelle Marcello, il a une quarantaine d'années. En fait, il revient chercher son fils qui est élevé par ses grands-parents. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi il est obligé de partir. Il y a un mandat, il y a une mise à mort qui est contre lui, et donc il y aura un peu ce parcours. Mais je trouve que ce film, ce qui est surtout marquant, même si lui a été primé pour le meilleur rôle masculin, c'est quand même tous les personnages secondaires qui sont plutôt extraordinaires. Il y a une bande son, c'est pareil, qui est parfaite. Et il y a des couleurs, on est vraiment dans ces années 70, il y a beaucoup de couleurs, des oranges, des verts, on est vraiment, pour moi c'est vraiment un tableau du Brésil de cette année-là. Donc oui, lui il y a ce personnage principal, mais il y a vraiment tout ce qu'il y a autour et comment en fait les gens ont vécu dans ce Brésil de dictature, quoi. Et j'ai écouté un podcast, alors là j'ai découvert les Sœurs Nardal. Les Sœurs Nardal, ce sont des sœurs qui sont à l'avant-garde de la cause noire. Elles sont originaires de la Martinique, elles sont nombreuses, elles sont 7 sœurs. Alors ce sont des femmes cultivées, des femmes de lettres, des musiciennes, et elles vont faire partie, Paulette et Jeanne, donc 2 des sœurs, vont faire partie des premières femmes qui vont rentrer à la Sorbonne dans les années 20, qui vont créer un salon littéraire là où elles habitent à Clamart. Et là, on va parler de tas de sujets, dont la négritude, forcément, de poésie. Enfin, c'est vraiment une effervescence culturelle. Paulette va contribuer à fonder une revue qui est la Revue du Monde Noir. Ses sœurs écrivent des articles engagés et universalistes. Elles sont déjà féministes et en fait elles ont été complètement gommées de l'histoire au profit justement d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, qui eux n'ont jamais dit un mot sur ce qu'ils avaient pu puiser dans leurs écrits. Mais donc c'est intéressant d'écouter ce podcast France Culture. Toi, tu as écouté ou tu as vu la série Apocalypse, voilà, qui consacré à la montée du nazisme, etc., toutes ces années absolument épouvantables qu'a traversé l'Allemagne dans les années 30, 40, voilà, avec la montée du nazisme, les chemises brunes, les autodafés de livres, l'engagement des jeunes dans les jeunesses hitlériennes, etc., etc., etc. C'est déprimant au possible, et ça a vraiment comment dirais-je, aujourd'hui, si vous voulez, avec ce qui se passe de la part d'un dirigeant comme Poutine, qui ressent, sa manière d'exister ressemble beaucoup à la manière d'exister de Adolphe, et de l'autre côté de l'Atlantique, chez Trump, c'est un peu aussi voilà, c'est à eux deux, Poutine et Trump, ils font un Hitler, quoi, voilà, sans tout à fait, bien sûr que c'est pas tout à fait les mêmes conditions, l'histoire, comme on dit quelle histoire bégaye, mais non, c'est pas un bégaiement de l'histoire, c'est une réalité aujourd'hui qu'on a, si on exclut, parce que j'ai lu aussi un doc sur Mao Tse-tung, on peut le considérer aussi comme un assassin de millions de Chinois, etc., qui était adulé par la jeunesse bourgeoise française révolutionnaire de mai 68. Voilà, si on peut dire que les bourgeois sont révolutionnaires, bon, c'est un petit peu, ça donne des boutons, mais c'était le cas. Qu'ils aient été subjugués par Che Guevara, on peut le comprendre. Quoique lui aussi, il en a fait de belles aussi, et des sévères aux droits humains, mais le trio Poutine, Trump et Mao Tse-tung, je veux dire que c'est vraiment l'apogée de
du crime, voilà. Déguisé en idéologie. Ouais. Et je voulais revenir, j'ai oublié dans les expositions de préciser, il y a la galerie Esprit d'Escalier, une galerie qui est dans le 12e arrondissement, qui expose 3 artistes palestiniens. Et je vous en parle justement parce que avant le début de l'exposition, la vitrine de cette galerie a été vandalisée avec des grands tags de peinture bleue sur tout l'ensemble de la vitrine, en mettant Israël vaincra, donc vraiment du vandalisme sioniste. Oui. Donc c'est une exposition qui est jusqu'au 24 décembre, donc je mettrai le lien aussi sur le blog. Et tout de suite, sur Radio Soupente, l'émission à racaille, le salut à nos Aminches, depuis longtemps Aminches. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos poteaux de Brest, la Croisette, ses palmiers, sa chaleur insoutenable, Jean-Paul Souraz, un grand artiste de Schnorr qui vit à Coudekerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, une petite rue de Schnorr, toute de briques et pavée. Claudine, un camarade de combat à Piquet-Coup, qui partage avec ma camarade Piquet-Coup, un penchant pour l'art, voilà. Corinne, Emmanuel et Frédéric, ce sont 3 artistes, 3 copains, mais des vrais copains. Voilà, Corinne, tapissière magnifique, Emmanuel, peintre et plasticien, et illustratrice magnifique, et Frédéric aussi, qui travaille l'aquarelle en petite forme. Juliette Planck, une graveuse magnifique, je vais tous les appeler magnifiques, en relégation à Rochefort-sur-Mer, voilà, où elle accueille aussi dans son atelier, moyennant quelques écus, des gens qui veulent, c'est pas insultant, qui veulent s'initier à la pratique de la gravure. Voilà. Sophie Guilloutreix-Brageux, une graveuse et peintre versaillaise, à mi-temps, parce qu'elle a aussi une résidence dans le sud, pas loin de la montagne Sainte-Victoire. Voilà, Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne, un génie à sa manière aussi. Agnès Dubart, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en Ariège, et être partie de son petit atelier de Lille, où on l'a rencontrée pour la première fois, elle et son œuvre géante, sur bois, ou sur lino. C'était sur lino, voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, hélas aujourd'hui disparue. Thierry Morciot, un graveur magnifique aussi, un grand graveur bruxellois, voilà, dont on adore l'œuvre. Alice Amoroso, une graveuse la plus jeune de la planète, enfin on peut dire ça comme ça, hein, qui va de résidence en résidence, ouais, avec son petit matos de graveuse. Roule Villoula, aussi, Roule Villoula, pas Roule, Roule Villoula, qui est aussi un graveur à peu près, comment dirais-je, proche de Alice Amoroso par le talent. Colette et Jacqueline, 2 femmes de peintres décédés, Odon pour Colette et Jacqueline Raymond Imbert, mais aujourd'hui on sait que Colette a rejoint Odon et que Jacqueline n'a pas une santé brillante. Voilà. Liliane et Laurence. Jacqueline est décédée, hein. Jacqueline est décédée, hein. On a eu. Ah ouais? Bah oui, on en a parlé déjà. Ah non, alors donc ma camarade me rappelle que Jacqueline l'a glissé comme son mari Raymond Imbert, qui était un prix de Rome, un grand prix de Rome, voilà, à l'âge de 24 ans quand même, c'est pas mal, à sa sortie des Beaux-Arts, qu'il a fait une résidence à la Villa Médicis, sous le patronage de ce grand peintre qui s'appelle Balthus, comme me rappelle ma camarade, c'est ma mémoire, ma camarade. Heureusement que je suis là, hein, parce que... Heureusement qu'elle est là, parce que Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, dont il ne reste que Laurence, Liliane ayant pris le trimar pour l'éternité,
Geneviève, notre sorcière bien-aimée, j'en ai parlé, qui l'a aussi glissé. La Rousse Flamboyante, qui anime 4 émissions sur une radio omni, à destination des enfants principalement et de leurs parents accessoirement, à écouter si vous vous intéressez à l'éducation nationale, parce que c'est une ancienne institutrice, mais qui a beaucoup d'énergie, on peut le dire. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons connu la jeunesse de l'œuvre chez Florence Quenu, qui dirige la librairie L'Empreinte à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paulin d'Ardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, dont on chérit le souvenir, une grande personne pleine d'un cœur gros comme une maison de campagne, et sa maman, Thérèse Franco, les deux qui ont secoué le popotin de l'art parisien. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un mail de la coopérative de Montaulieu où le musée Thérèse Franco devient musée de France. Ah ouais? Ouais. J'ai parlé de Marie Dognaud, qui dirige la galerie Kaléidoscope, dont aujourd'hui elle présente des œuvres sur ces 6 messes qui sont consacrées au paysage. Voilà. Et Antoine Manoury de Padam Sweet, ça me fait marrer à chaque fois. Un groupe de musicos, un trio de musicos, totalement inconnu, si vous voulez, des grandes, comment on les appelle, c'est ceux qui éditent la musique, là. Bon, enfin bref, je ne me souviens pas du nom, mais enfin, ils sont inconnus de tout le monde, sauf de mes camarades. Et Anna Sinoraska, une peintre polonaise de grand talent, dont nous aimons beaucoup le travail. Et l'émission, enfin celle-ci, la dernière de l'année, il faut s'en souvenir quand même, est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr. Et on se finit avec Mélismel, faut vivre. Salut. Salut, bonne fin d'année à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage de nos terres et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre.
fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.